que dans le suivi, on doit avoir une vraie consultation avec en particulier une pesée, une quantification d'ictères. Les 3/4 des consultations qu'on fait dans la première semaine de vie au CNRHP, où on a une consultation ouverte tous les jours pour ictères, c'est des allaitements maternels insuffisants. Ces enfants qui ne prennent pas de poids, mais qui n'ont jamais été pesés. Et il faut organiser des circuits de réhospitalisation courts. Voilà. On parlait que de ça en fait. J'ai presque tout fait en photo en fait, mais je sais pas ce que... Merci Anne pour ce brillant exposé qui était vraiment très complet avec une masse d'informations absolument importante. Alors, je pense que les questions vont être difficiles parce qu'il y a eu tellement d'informations qu'il va falloir un peu les sélectionner, sinon on ne s'en sortira pas. Donc je pense que la parole est au public pour les premières questions. Oui, Marie. Et les LED qui sont sur le bébé, on peut enrouler le bébé dans un champ et l'avoir, la mère l'avoir sur elle et l'allaiter. Est-ce que ça marche aussi bien? Parce qu'on a eu l'impression que ça marchait un peu moins bien. Alors, ça dépend déjà du modèle que vous avez, parce que d'un modèle à un autre, voilà, c'est très variable. Ce qu'il faut, vous pouvez comparer des appareils de photothérapie dans leur efficacité que si vous avez l'intensité lumineuse qui est délivrée à la peau. Alors sur ces deux appareils, vous pouvez comparer seulement là-dessus puisqu'ils ont toute leur surface exposée. Dans un tunnel, on a toute la surface cutanée, à part la couche. Et pour le bébé qui est dans les bras de sa maman dans une natte, pareil. Le tunnel, c'est pas 30 microwatts centimètre carré, c'est 70 microwatts centimètre carré nanomètre. C'est énorme. C'est des intensités lumineuses. Alors évidemment, plus l'intensité lumineuse, plus on est efficace. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait de nattes qui montent à 70 microwatts centimètre carré. Maintenant, il faut savoir ce que vous traitez. Le résus qui va dans un tunnel, c'est logique parce que le résus, il a quand même, le résus sévère, il a quand même une chance sur 2 d'être exsanguiné. Donc, qu'on mette le maximum, etc. pour éviter. Voilà. Mais le bébé qui est en maternité, qui a besoin de photothérapie, bon, là, je prends mon 36 semaines, etc. Est-ce qu'il a besoin de juste 4 heures ou 6 heures en plus d'un allaitement maternel soutenu, de tunnel séparé de sa maman, alors que s'il a 8 heures ou 12 heures de natte et d'être contre sa maman et de pouvoir être allaité, voilà, moi je pense que ça dépend aussi de ce qu'on veut. Parce qu'avec ce type de dispositif, on gagne énormément dans la prise en charge et dans la mise en route de l'allaitement. Parce que toutes les mamans qui ont eu leur bébé en tunnel en maternité, alors évidemment, du coup, avec un tunnel, on peut en traiter 3 dans la journée, ça c'est sûr, voilà, de ce type d'enfant. Mais les mamans, elles disent c'est catastrophique, quoi. Elles pleurent. Alors le bilibed, ça a 0 efficacité. Donc, tout l'investissement sur le bilibed est à foutre en l'air. Bon, d'accord, ok. Le bilibed, ça a une efficacité. Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de surface, finalement, c'est que d'un côté. Et en plus, c'est une très faible intensité lumineuse. C'est 1,5. Donc, bon, Marie ? Je voulais vous poser une question qui est un problème un peu socio-économique avec une répercussion médico-légale. Vous nous avez donné tous les argumentaires épidémiologiques, et merci, sur le taux de réhospitalisation, etc., j'en passe. Vous avez bien signalé que certaines sages-femmes n'étaient pas en possession des milliménomètres, etc.
On nous pousse effectivement, vous l'avez dit, à faire du prado, on va transformer en prado précoce, etc., etc. Vous nous avez bien dit que la courbe maximale, c'était le 3e, 4e jour, et la suite, etc. Toujours est-il que ces enfants-là, il y a des secteurs en plus en Lorraine où vous n'avez quasiment pas, vous avez un désert pédiatrique avec la maternité, en dehors de ça, il n'y a rien. Comment allez-vous gérer ce problème? Et qu'est-ce que dit la chaise? Qu'est-ce que dit le ministère? Quel est le responsable? Parce qu'en fait, si on laisse sortir un enfant qui est potentiellement devenant ictérique, etc., si on le laisse sortir, s'il y a une complication, comment ça va être géré, sachant que vous n'avez pas de prise en charge? Il y a peut-être que la Meurthe-et-Moselle aurait dit à un moment donné qu'il finançait partiellement les binyrobètes aux sages-femmes, mais c'est pas fait. En Moselle, par contre, c'est pas du tout fait. Comment va-t-on gérer ce problème-là? Moi, je ne vais pas vous répondre. Moi, j'ai, par exemple, au niveau de l'Île-de-France, je suis intervenue en expliquant qu'il fallait absolument que l'ARS prenne position dans ce débat et cette organisation réseau, parce que sans moyens, on ne pourra pas faire mieux et dire, voilà, mieux que... Alors, on veut gagner de l'argent, parce que le but du Prado, hein, c'est quand même de gagner de l'argent sur l'hospitalisation, mais le problème, c'est que derrière, on n'a pas ni les moyens de les surveiller, et surtout encore moins les moyens de les réhospitaliser, parce que je ne sais pas comment c'est ici, mais nous, en Île-de-France, vous avez un enfant qui naît dans une maternité du centre de Paris, qui doit être réhospitalisé pour ictère, vu, par exemple, à notre consultation dans le 12e, et on l'hospitalise dans l'Oise. C'est la seule place qu'il a, avec des parents qui habitent dans le centre de Paris. Alors ça ne se calcule pas, hein, ça coûte je ne sais pas combien. Parce que là, pour les parents, c'est une catastrophe. Hein. Je pense à cette maman, elle avait un enfant de 3 ans. Quoi. Donc heureusement, son mari a pu lâcher son travail, etc. Enfin, l'enfant, elle avait quand même 360 de bilirubine. Donc on n'allait pas la laisser... bon. Donc ça, il faut interroger les tutelles, je pense qu'il faut... mais il ne faut pas se dire, bon, on verra bien, voilà, je pense qu'il faut être un peu proactif. Je sais que par exemple, à Lille, hein, dans la région lilloise, ils ont anticipé le Prado, ils ont fait pression en disant que les enfants ne sortiraient pas de la maternité. Alors, ils ont certainement organisé plein d'autres choses, mais la maternité mondiale de Flandre, et ils ont certainement utilisé d'autres moyens, hein. Mais ils ont fait équiper toutes les sages-femmes, ils ont des sages-femmes qui sont dans des secteurs où il y a qu'elles qui peuvent passer, hein, des endroits où il n'y a pas non plus de pédiatres, etc., de bilirubinomètres. Mais ils ont aussi organisé un BIP dans la maternité Jeanne des Flandres. Il y a un médecin qui prend les appels de l'extérieur liés aux sorties précoces. Bon, et ils sont arrivés à ça, et bien avant que les recommandations sortent. Hein. À l'ARS. Oui, ben ça reprend une problématique qui est importante, puisque les ictères nucléaires, l'Académie nationale de pédiatrie a bien mis en évidence que ces ictères nucléaires étaient grandement corrélés aux sorties précoces. Et donc, on le voit sur ta première diapo, l'ictère, enfin, la jaunisse ou l'ictère du nouveau-né n'est pas fini à J3, ça peut continuer. Donc l'ictère précoce est un facteur d'ictère nucléaire, ça c'est indéniable. En plus, il s'avère que le mauvais équipement ou l'absence d'équipement est un autre facteur d'ictère nucléaire. Donc il est évident qu'on nous demande de réduire les temps d'hospitalisation et de faire des sorties précoces et voire très précoces, mais qu'on va être quand même confronté à ce problème qu'il faut équiper le réseau d'aval de bilirubinomètres. Et à ce propos, sur les bilirubinomètres, il faut savoir que c'est très cher, hein, je crois que les sages-femmes qui sont... 3 000 à 5 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Alors je vais faire le sketch des inconnus, des bons et des mauvais bilirubinomètres. Alors, oui, ils se valent tous. Non, ils ne se valent pas tous. C'est surtout qu'avec finalement ce marché qui s'ouvre, on voit apparaître plein de bilirubinomètres
chinois, alors je n'ai rien contre les Chinois, moi, mais bon, voilà, pour lesquels, alors je pense que le bilirubinomètre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déconcertés parce que le bilirubinomètre, ça ne donne pas une valeur exacte, pareille, etc. Bon. Le bilirubinomètre, effectivement, les coefficients de corrélation qu'on vous donne, c'est sur une population de milliers d'enfants, où on a une très bonne corrélation, supérieure à 0,8, etc., sur les peaux claires, tout. Mais cette corrélation-là, pour un enfant donné, elle n'est pas valable. Chaque enfant a sa corrélation. Il y a des enfants, nous on le voit bien, je parle que des enfants à peau claire, bon, il y en a qui ont 0,89, il y en a qui ont 1, hein, c'est exactement le même chiffre, et il y en a qui ont 0,75, bon, c'est tout, comme coefficient de corrélation. Une fois qu'on connaît la corrélation pour un enfant, après on peut arriver à se baser là-dessus. Hein. Si on sait que par exemple le bilirubinomètre sous-évalue à chaque fois, bon, on le sait et puis on calcule. De toute façon, les gens qui ont mis au point le bilirubinomètre, c'est un outil de diagnostic, de dépistage. Ça vous permet quand même de vous orienter. Si vous avez un 280 micromoles sur le bilirubinomètre, celui-là, il va falloir le prélever. Quoi. Je veux dire, voilà. Surtout si la veille, vous aviez 220. Non. Voilà. Mais ça ne va pas vous donner... Le problème, c'est que vous avez actuellement des bilirubinomètres, on n'a aucune corrélation. Donc, je pense qu'il y a 2 bilirubinomètres, alors, enfin, il y en a 3, qui ont été pas mal étudiés et pour lesquels on a des études sur des larges populations. C'est le Draeger JM103, le Bilicek et le Bili, je ne sais plus, de Natus. Voilà, et c'est les 3 seuls qui ont des... Voilà, donc, de toute façon, quand vous discutez avec les gens qui ont développé les bilirubinomètres, etc., et pour en avoir discuté avec Jeffrey Mezels, qui a beaucoup participé au JM103, à l'élaboration du JM103 de Draeger, il dit ils ne baisseront pas les coûts parce que ça a été une bataille très importante. Et aux États-Unis, ça fait des années qu'ils essayent d'équiper le maximum de gens, mais ils n'arrivent pas à baisser les coûts. Alors, il y a des possibilités de location d'achat, etc. Ils font des conditions qui sont assez... Je voudrais savoir, il y a certainement des sages-femmes libérales dans cette salle, je voudrais savoir comment les sages-femmes libérales, on voit la responsabilité énorme que vous avez, comment vous gérez cette histoire d'ictère, donc, est-ce qu'il y a des sages-femmes libérales? Oui, comment vous faites alors? Comment vous gérez ça? Parce que vous voyez que vous avez une très grande responsabilité, avec d'autant plus que nous faisons maintenant des sorties, des prados précoces, et que pour certaines d'entre vous, si vous êtes dans le bassin Théovillois, on va faire de l'accouchement ambulatoire. Donc nous avons résolu le problème par l'intermédiaire de notre projet accouchement ambulatoire en finançant les bilirubinomètres, mais pour celles qui n'ont pas de bilirubinomètre actuellement, comment vous faites? Pardon? Nous, à Lutz, on a un bilirubinomètre systématiquement. Voilà. Par contre, je suis juste surprise, on dit qu'en sortie précoce, il faut qu'il soit inférieur au 40e percentile. Nous, on voit quand même beaucoup de sorties à oui, bien sûr, parce qu'on a... Bah oui, je sais. C'est pour ça que je les ai remises, les conditions. Hein. C'est ce qui est écrit hein, dans les recommandations. Hein. Bon, il y a eu un très bon papier de Paul Veld, du professeur Verd, dont tu as parlé il y a 5 ans, dans le Républicain Lorrain, où il expliquait très clairement qu'on allait assister à un retour des ictères nucléaires. Donc je pense que c'est quand même à nous, au niveau de nos régions, et ça va être un sujet dont il va falloir parler, Madame Valéry, vous qui faites partie du PRS également Grand Est et de toutes ces instances, il va quand même falloir qu'on aborde ce problème du suivi de ces enfants qui sortent précocement. Parce que c'est le bilirubinomètre, mais c'est aussi la formation et la réflexion derrière. Parce que c'est pas le tout. Bon, vous devez vous en rendre compte, vous avez un BTC qui est un peu élevé, il faut aussi vous orienter vers une cause, pas une autre, etc. D'ailleurs, il y a un organigramme décisionnel sur les étiologies.
qui, là, je pense qu'il est sur le site du CNRHP. Hein. Vous avez plein de documents hein, sur le site du CNRHP. Vous tapez CNRHP et vous allez dans clinicien et vous avez voilà, des documents. Et vous avez un arbre décisionnel avec les ictères précoces, les ictères tardifs. Mais une valeur et voilà, ça, il faut avoir, et c'est pour ça que c'est très important, parce que je ne sais pas si vous avez par exemple toute la cinétique et toute l'histoire de la maternité, même si c'est que 2 jours, bah, de plus en plus, parce qu'en Ile-de-France, c'est de moins en moins, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a un enfant qui est envoyé chez une sage-femme qui a un bilirubinomètre pour suivi d'ictère, elle n'a pas les chiffres des 3 premiers jours. Alors, comme ça, voilà. Ça fait à l'arrache. D'autres questions? Vous vous appelez? Ils sont repérés. Oui. Oui, mais avec 280 au bilirubinomètre, vous pouvez avoir soit 280 moins 50, soit plus 50. Voilà. Alors, je pense qu'il y a aussi une chose qui est mobiliser les biologistes, hein, parce que les sages-femmes, vous prélevez des enfants, voilà. Donc, alors le problème de certains laboratoires, c'est que le biologiste, il passe la bilirubine en routine et qu'on a le résultat à 18 heures. Bon, il est validé à 18 heures. À 18 heures, c'est beaucoup plus difficile de faire. Mais tout ça, c'est des organisations. C'est pareil, le circuit de réhospitalisation. Nous, tous nos ictères sévères qu'on a exsanguinés, on a repris tous ceux qu'on a exsanguinés. Ce qui faisait la différence, c'est le délai entre le moment où on a diagnostiqué l'ictère sévère et le moment où on a démarré l'exsanguino. Hein. Et il y a un enfant pour lequel ça a duré 24 heures. La maman, elle avait consulté parce qu'il ne prenait plus bien les tétés. C'était un petit bébé africain. Une maman africaine qui a allaité 4 enfants avant. Et on lui a dit, vous n'avez pas de lait, vous n'avez qu'à lui donner un biberon. Donc elle était voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste, bon, il n'a pas spécialement, il a trouvé un peu mollasson. Il l'a envoyé faire un dosage. Et c'est le biologiste qui, comme l'appareil s'est mis en alarme, nous a appelé tout de suite en disant qu'est-ce que je fais là, parce que c'est en alarme, c'est au moins au-dessus de 400. Et finalement, il avait 680. Ah, il n'est pas bien. Ok, c'est sûr. Il y a d'autres questions. On parlait de biologie. Moi, j'avais une question sur... tu as bien insisté sur le fait que la bilirubine totale ne donnait pas un facteur pronostic quant à l'atteinte neurologique. Donc, moi, j'ai peut-être une arrière... des vieilles reminiscences de ma période. On dosait, nous, la bilirubine non liée à l'albumine. C'est toujours de... oui, si le biologiste veut le faire, peut le faire, oui. Donc ce dosage-là est un dosage fiable du pronostic neurologique. C'est bien corrélé. C'est mieux corrélé, oui. Plus que la bilirubine intra-érythrocytaire? Non, la bilirubine intra-érythrocytaire est encore meilleure. Parce que la bilirubine intra-érythrocytaire, elle est moins influencée dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'elle a elle varie moins rapidement. Donc elle montre mieux l'imprégnation des membranes. Oui. Voilà. Et il y a des biologistes. Vous avez noté, mais alors le problème, c'est que la bilirubine intra-érythrocytaire, c'est un petit peu long. Et voilà. Alors par contre, le dosage de l'albumine, en plus de celui de la bilirubine, n'est pas hyper intéressant, même si on a beaucoup parlé du rapport bilirubine sur albumine, parce que le problème, c'est que vous pouvez avoir une albumine à 45, mais ça ne veut pas dire qu'elle a des qualités de fixation correctes. D'autre part, quand vous faites un dosage de bilirubine chez un enfant qui a un ictère qui va être traité, faites au moins une fois une bilirubine conjuguée, en plus de la bilirubine totale, parce que si vous demandez bilirubine totale, ils ne vont pas vous faire la bilirubine conjuguée. Et on découvre quand même des ictères à bilirubine conjuguée en période néonatale, bien avant qu'ils aient les selles décolorées. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive.
On a une histoire comme ça. Il y a d'autres questions dans la salle? Les risques d'ictère nucléaire se prolongent jusqu'à combien après la naissance? En particulier, notamment s'il y a des anémies hémolytiques chroniques non dépistées. Alors, les anémies hémolytiques chroniques non dépistées, vous pensez à quoi? Parce que... Oui, alors... la sphérocytose, ça parle souvent, voilà, le G6PD, ça parle rarement après, dans les hémolyses aiguës, sauf si la maman boit du Schweppes et allait. Il y en a eu un à 3 semaines, mais il n'y a pas de limite dans le temps. On sait que plus l'hyperbilirubinémie est précoce, sévère et précoce, plus le risque neurologique est important, mais... je pense, moi, par contre, au Crigler-Najjar, qui est cette maladie extrêmement rare où il n'y a pas de conjugaison hépatique de la bilirubine, il y a un déficit complet de la glycuronilytransférase et à vie. Donc, il y a à peu près 10 à 15 familles en France qui ont ça. Et c'est des enfants qui ont des lésions neurologiques. Parce qu'ils ont été en période néonatale, ils ont fait 300, ils ont été traités, voilà, refait 300, etc., puis finissent par sortir, et puis voilà, ils montent de façon élevée. Voilà. Donc ceux-là, on sait qu'il y a un risque neurologique quand même. Et il y a eu des ictères nucléaires jusqu'à 3 semaines, un mois, un mois. Je crois que même le plus vieux, il me semble, dans le registre américain, c'est 1 mois et demi. On faisait beaucoup d'exsanguinaux. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que on a la photothérapie intensive. Ça marche quand même très bien et très vite. Il y a le fait que les indications, on faisait aussi, parce que moi j'en ai fait, des indications, c'était un résus qui naissait. Donc on faisait, dès qu'on dépassait 100 micromoles par litre dans les premières heures, on prévoyait l'exsanguino-transfusion d'emblée. Alors il y a encore des équipes qui font ça, et c'est l'intérêt de l'étude hollandaise, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça ne modifie pas le pronostic neurologique, parce que c'est pas parce que l'enfant va avoir 150 micromoles de bilirubine, et à H12, ou même à H4, s'il est traité et qu'il reste à 150, il ne va pas développer, voilà, c'est pas sur quelques heures. L'intérêt de faire une exsanguino précoce, c'est dans l'idée qu'on enlève des anticorps. Alors, je pense qu'on n'enlève pas tant d'anticorps que ça, même si on fait 2 masses sanguines, et même si on regarde le groupe du bébé à la fin et qu'on voit qu'il est le groupe de la poche, il a perdu son... Voilà. Parce que des anticorps, on en trouve, si on fait des RAI chez des enfants qui ont eu des maladies, des incompatibilités fœto-maternelles sévères, on retrouve avec les RAI qu'on fait, nous on a fait des RAI post-transfusionnelles, à 6 mois elles sont dans les 2/3 des cas encore positives, à l'anticorps de la mère. Donc je pense qu'il y en a tellement partout que, par contre, l'avantage de faire une exsanguino-transfusion un peu systématique, et c'est ce qui, à mon avis, explique qu'on a moins d'anémie tardive, c'est qu'on supprime tous les globules rouges qui peuvent être les cibles de tous les anticorps qu'on a. Donc je pense que ça joue plutôt comme ça qu'en enlevant les anticorps. Et comme en plus on bloque la moelle en faisant une exsanguino, parce que là la moelle elle s'arrête de travailler, voilà, du coup on a moins peut-être d'anémie tardive. Mais sinon, voilà. Et puis l'autre chose, c'est bon, il y a la prévention résus, et puis il y a le meilleur suivi aussi, et les transfusions fétales. C'est vrai qu'on avait quand même des enfants qu'on sortait à 35 semaines ou à 34 semaines parce qu'il avait des signes de pré-anasarque, etc. Et celui-là, c'est sûr que maintenant, avec la surveillance par vélocimétrie Doppler, bon, il va peut-être avoir une transfusion fétale à 32 semaines et du coup, il sera beaucoup moins malade.
Il y a d'autres questions? Moi j'en ai une petite. Tu as tordu le cou au fait d'exposer les enfants à la lumière. C'est pas bien ça, c'était notre dada pour se donner bonne conscience. Alors ça c'est... Voilà, donc quand ils sont un peu jaunes, on leur dit ça. Mais bon, t'as raison, t'as raison. Il vaut mieux dire à la maman de le réveiller toutes les 3 heures et de le mettre au sein. Tout à fait. Voilà, je pense que ça marche mieux. Et bien le couvrir. Oui. Moi, je voulais avoir une précision sur les durées de photothérapie intensive. Quand vous dites que vous vérifiez le dosage de la bilirubine en cours de photothérapie au bout de 4 heures, 6 heures, etc., ça veut dire que vous êtes amené à continuer votre photothérapie dans les alonisations ABO, par exemple, au-delà de 8 heures, vous faites une photothérapie intensive continue. C'est-à-dire que quand on est devant un ictère hémolytique, je crois qu'il ne faut pas arrêter la photothérapie tant qu'on n'a pas le résultat du contrôle. Alors, c'est pareil, le contrôle, ça se fait à la fin de la séance de photothérapie. Enfin, c'est-à-dire ou en cours, ou voilà, on n'attend pas 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Puisque de toute façon, l'homogénéisation, elle est, et simplement si vous l'avez mis à 275 micromoles, et qu'au contrôle à 6 heures, vous avez 260 micromoles, ça veut dire que vous avez un phénomène hémolytique. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce n'ait pas bougé d'un iota. Puisque vous avez pendant 6 heures activé l'élimination, et de façon importante, en particulier avec le tunnel. Donc s'il a toujours le même chiffre, c'est qu'il n'a pas du tout éliminé, il n'a pas du tout, il produit beaucoup de bilirubine. Si par contre vous avez 200, bon, et vous pouvez arrêter et reprendre à distance en fonction de l'étiologie que vous pensez. Mais on est parti sur des séances de 6 heures parce que c'est tout ce qui a été. Ou de 3 heures. 3 heures, soit enchaînées, soit. Voilà. Parce que, en fait, toutes les photothérapies qui ont été évaluées, c'est 6 heures. On l'arrête pour le nouille, non? Oui, oui. Ah oui, alors, c'est pareil, hein, quand je dis en continu, dans les ictères hémolytiques, il est hors de question de laisser dans le tunnel, non, il va sortir, nous, même les résus très sévères, on les sort au bout de 3 heures, il faut qu'il mange, il est changé, simplement la tétée, on n'est pas 1h30 au sein, à traîner, à attendre. Voilà. C'est pour ça que je trouvais que 3 heures, c'est mieux que les 4 heures. Alors les 4 heures du tunnel, ça c'est quelque chose de complètement commercial, hein. Ça n'a jamais été démontré quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'études sur le tunnel à part celles qu'on a faites et qu'on n'a jamais publiées. Enfin, voilà, mais voilà. Et sinon, donc, mais 3 heures parce que ça suit un peu les soins à peu près. Voilà. Voilà. Alors, autre question, une dernière, bilirubinomètre et peau foncée. Alors bilirubinomètre et post-photothérapie, déjà, hein, il faut attendre au moins 12 heures après la photothérapie pour refaire un contrôle bilirubinomètre. Hein, parce que vous avez vraiment une interférence entre la lumière et la peau et le temps que ça se rééquilibre. Alors il y a des enfants chez lesquels à 6 heures on a une bonne corrélation. Mais la plupart des enfants, c'est 12 heures ou plus. Il y a des enfants qui se rééquilibrent très lentement. Alors, peau foncée, le problème, c'est que vous avez une interférence de la couleur de la peau et qu'elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants à peau foncée qui vont avoir une toute petite interférence, c'est-à-dire qu'ils vont être surévalués avec le bilirubinomètre, mais pas de beaucoup. Et d'autres, vous avez 100 micromoles de bilirubine de différence. Donc là, je pense que quand on a un doute, je pense, par exemple, la maman qui est de groupe O, qui vous dit que son précédent enfant, il a été traité dès H2, et vous avez un flash très élevé à H4 de vie, bon, celui-là, moi je vais le piquer, parce que voilà, on est quand même dans une... voilà. Et puis, une fois que vous l'avez piqué une fois et que vous savez que vous surévaluez, voilà, vous vous adaptez à ça. Mais c'est aussi chez ces enfants-là à peau foncée que le bilirubinomètre a révolutionné le diagnostic des incompatibilités et des ictères précoces. Hein.
Tous ceux qu'on a exsanguinés, nous, hein, dans les exsanguinaux qu'on a fait dans les dernières années, on en fait à peu près 10 par an. C'est plus des résus. C'est une fois sur 10 un résus. C'est les ABO et les G6PD. Et les ABO, c'est ceux qu'on exsanguine dans les 48 premières heures de vie, parce qu'on les trouve à 400 à H24. Vous pouvez avoir des ABO avec 400 H24 sans problème. Personne n'avait rien vu. Par contre, ceux-là, avec un flash, vous les diagnostiquez des H4. D'accord. Une dernière question pour ma part. Il y a peut-être d'autres questions. Ouais. Vous disiez dans vos recommandations que les premières 24 heures, le BTC était moins fiable, ou alors j'ai mal vu. Est-ce qu'il est aussi fiable? Oui. Non, c'est dans les premières heures, les 2-3 premières heures, mais... D'accord. Et au-delà, il est fiable, par plus, par moins que... Non. Oui, la protection, j'ai vu qu'il y a les protections de gonades, c'est plus du coup au bout du jour. Si, il faut garder la couche. Et il faut garder la couche. Ok. Et alors tu considères que finalement, si j'ai bien compris ton exposé, il y a la photothérapie, c'est la photothérapie intensive, si on a les moyens, qui est le traitement, d'accord? C'est-à-dire que c'est la base de réflexion. Après, d'accord. Après, le diagramme que tu as montré montre que la neurotoxicité peut être influencée soit par l'acidose, soit par l'hypoxie, soit par... alors j'aimerais bien, c'est vague tout ça, l'acidose, et c'est des perpétuelles discussions dans quelle courbe on va prendre. Il a présenté un Apgar à 4, je dis n'importe quoi, 4,6. Est-ce qu'on va le mettre dans cette courbe-là, ou est-ce qu'on considère que c'est un événement de petite durée qui est peanuts, et on le met dans une courbe normale s'il a parfaitement récupéré après? Alors, tu vois ce que je veux dire? Si il a un ictère dans les 12 premières heures, je vais tenir compte de l'acidose. S'il a un ictère à 3 jours, non, je ne vais plus en tenir compte. D'accord. Mais je pense que c'est comme l'hypotrophie. L'hypotrophie, c'est quoi? C'est une hypoxie chronique. Oui. Donc ce bébé-là, c'est une hypoxie chronique et un enfant qui va avoir une hypoalbuminémie, ou en tout cas une albumine qui ne va pas être très efficace. Donc celui-là, je le mettrai plutôt dans les facteurs de risque, avec condition à risque, même si il est à 38 semaines. D'accord. Donc c'est une discussion à avoir avec l'équipe. Je pense que c'est une réflexion à se faire en se disant, voilà, celui-là, il est quand même un petit peu fragile, mais spontanément, on voit bien qu'il est fragile. Donc on va avoir tendance à le traiter un peu plus. On va passer à la deuxième partie, qui est plutôt... attendez, pardon, il y a des questions. Moi, je voulais reprendre par rapport au BTC et les enfants de cours français. Si vous avez un BTC au troisième jour, vous ne pouvez pas. Ah non. La peau foncée, ça ne fait que majorer le bilirubinomètre. Vous n'avez pas voilà. Vous n'avez pas un enfant qui a un BTC, on va dire à 100 avec une peau foncée et qui aurait en fait 250. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, méfiance aussi sur les BTC un petit peu moins coûteux et moins là. Vous en avez beaucoup qui sous-évaluent de façon importante et surtout de façon aléatoire. Nous, on en a essayé 2. Bon, on utilise en consultation, on utilise toujours le même. Et donc, on a essayé et de façon aléatoire. Il y a des enfants qui surcotent, des enfants qui sous-cotent, etc. Tandis que quand vous avez un BTC que vous pratiquez régulièrement, vous savez dans quel... si vous êtes dans les plus 50 ou moins 50 globalement, vous avez une idée du réglage. Comment on peut aider une sage-femme libérale à choisir son bilirubinomètre à l'hôpital? On a suffisamment d'enfants prothèses. Comment les aider? Moi, je pense que c'est pas. Je pense que c'est comme tout matériel. Et c'est comme les appareils de photothérapie.
il faut avoir soit des études cliniques, soit des supports de publication avant d'acheter un produit. Parce que sinon, il vaut mieux ne pas avoir de BTC et faire peut-être un petit peu plus de dosage sanguin ou avoir une consultation un petit peu plus rapprochée de référence que de prendre un BTC pour lequel ça va vous donner bonne conscience, mais voilà. Parce qu'il faut faire attention, en matière d'ictère, il y a beaucoup de choses qui sont de la bonne conscience. Voilà, on soulage sa conscience. Alors, je sais parce que moi je l'ai fait aussi avant de voilà. On veut faire sortir un bébé, on se dit si on le met sous photothérapie, là il est juste limite, pas vraiment les indications, allez, on va le mettre et comme ça demain ça ira. Oui, le problème c'est pourquoi il est juste limite. Et le lendemain, d'accord, il sera certainement bas, il faut espérer, mais par contre, le surlendemain, comme on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Une dernière question, une dernière rapide. Excusez-moi d'être pointilleux, oui. Mais dans les peaux foncées, vous faites une différence entre un noir et vert et un Non. Et non, nous on avait étudié les peaux en disant, voilà, plusieurs médecins disent c'est très foncé, moyen foncé. Et en fait, il y a vraiment le bilirubinomètre, on ne sait pas du tout comment il va être influencé. Voilà. Et l'autre chose, c'est que les deux bilirubinomètres, JM103 et Bilicheck, ce sont ceux qui sont les moins influencés par les peaux foncées quand même. Et le Bilicheck est le plus fin. Sauf que le Bilicheck, il est un petit peu plus lourd d'utilisation et je crois qu'il est un tout petit peu plus cher. Bon, alors, toutes ces recommandations viennent de sortir. Je crois que c'est dans les archives françaises de pédiatrie de février 2017, sous l'égide de la Société française de néonatologie. Voilà, donc un rapide passage sur un problème qui est important et qui, moi, m'a toujours paru un petit peu paradoxal dans le fait que on a bien réussi la prévention des encéphalopathies métaboliques et des encéphalopathies endocriniennes par le test de Guitry, et ça marche. Et là, on est en train de mettre une coche sur les ictères si on ne se donne pas les moyens d'équiper correctement le personnel d'aval et puis de faire des réseaux d'aval qui marchent bien. Surtout qu'on va être forcé de le faire. On va être forcé de le faire. De toute façon, je pense que, et ça ne sera pas que le bilirubinomètre, je pense qu'il faudra qu'il y ait la formation des gens, il y a des services référents, des consultations ouvertes, voilà. Il y a beaucoup de maternités qui non seulement ne peuvent pas revoir les enfants quand par exemple où on ne peut même pas les peser, et voilà. Et d'autre part, le problème de la réhospitalisation de ces enfants. Okay. Voilà. Si vous voulez réhospitaliser un enfant, en pratique, nous on va mettre bientôt un numéro sur les sorties précoces. On parle des sorties précoces qui sera joignable de 9h à midi tous les jours, de façon courante, plus en urgence sur un autre poste. Donc vous pourrez l'avoir tout le temps. C'est très simple. Si vous voulez réhospitaliser pour un problème d'ictère, nous on a les capacités pour l'accueillir. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de déficit. Excusez-moi, donc on envoie où? Vous envoyez les bébés en néonat. Le protocole de toute façon va vous Pour l'ictère, je parle. Mais je pense que l'idée d'un numéro unique et de joindre quelqu'un, c'est très important, l'histoire du référent. Parce qu'il n'y a rien de pire que les parents qui errent d'un endroit à l'autre. Oui, je pense que la plaquette d'information que tu as montrée, effectivement, il faut y réfléchir également. On passe au deuxième thème. Le deuxième thème est un peu plus obstétrico-pédiatrique, c'est sur les